Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, comme à la maison, une interview où je reçois Sullivan Rouault, directeur de collection chez Mangetsu, une maison d'édition de manga. Cette vidéo a été tournée en direct à la Japan Expo sur scène, le 4e et dernier jour, c'était le dimanche. Tu vas voir, moi j'aime beaucoup cette vidéo et j'espère à toi aussi qu'elle te plaira. Merci évidemment Sullivan d'avoir pris du temps et d'avoir répondu sans tabou à toutes mes questions. Je te souhaite un bon moment. Tu vas voir, hein, ça dure, mais encore une fois, no cut. Parce que c'est ça qui me tient à cœur. De l'authenticité. Bonne vidéo! Merci d'être là de bonne heure. Hein. C'est dur là ce matin de se réveiller pour tout le monde. Ah, calme, c'est comme à la maison. Okay. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne Japan Expo, si vous étiez là hier, avant-hier ou les autres jours, que celle d'aujourd'hui va bien se passer. Aujourd'hui, encore une fois, une interview avec monsieur Sullivan Rouault qui m'a fait le plaisir de venir aujourd'hui, si tôt le matin, parce que oui, il faut l'avouer quand même, il est tôt. Et on va papoter, je vais lui poser plein de questions. J'espère que vous êtes prêts. Allez, bonjour Sullivan. Bonjour Ed, bonjour tout le monde. Comme je le disais, merci d'être venu si tôt. Non, on s'est fait un peu peur à l'hôtel ce matin avec l'auteur, mais c'est bon, on est là à l'heure en plus. Dernier jour de convention, ça va, pas trop fatigué? Dernière minute de convention, je m'en vais littéralement dès que j'ai fini la conférence là. On doit bomber dans Paris et à Marseille après, donc... On va en parler de ça aussi. Avec plaisir. Alors, je commence toujours par présenter l'invité. En général, c'est des créateurs de contenu, donc c'est assez simple, je parle un petit peu de stats, de chiffres. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc on va faire par étapes. Vas-y. Si je dis une bêtise, tu m'arrêtes, tu me reprends. Je te rappelle que le principe de comme à la maison, c'est le principe d'une discussion entre potes. Donc si tu as des choses à dire, n'hésite pas. Ça marche. Tu t'appelles Sullivan Rouault, tu as 34 ans. Jusque là on est bon? Non, jusque là c'est bon. Bon allez, franchement on peut arrêter ici, je suis content de ne pas faire de boulette. Depuis 5 ans, tu es éditeur de comics chez iComics. Et depuis 2 ans, éditeur de manga chez Mangetsu. Ça marche. En quoi consiste exactement ton métier de directeur de collection? Wow. Très simplement, je choisis les titres qu'on publie dans les deux collections. Donc, je vais voir les différents partenaires aux États-Unis ou au Japon pour leur dire ça j'aime bien, j'aimerais bien le publier. Après, je fais des grands PDF. Et après, ils me disent oui ou non. Et après, on commence le travail avec mon équipe, le travail édito, comme on dit, où on va traduire les traits et tout ça avec différents prestataires. Et à la fin, publier les bouquins qui sortent en librairie et voilà. Pour le faire très vite, c'est ça. Mais après, c'est plein de micro-tâches, en fait, très différentes les unes des autres au quotidien. Faire un peu de marketing, un peu de communication, un peu de commercial, un peu le vendeur sur les stands, un peu tout ça, en fait. C'est un mélange de plein de choses, quoi. Tu as dit que ton métier consistait entre autres à aller ou aux États-Unis ou au Japon. C'est pour négocier les droits, c'est pour acheter des séries? Ouais, basiquement c'est ça. Enfin, dans l'idée très simple, c'est ça. Après, toutes les négociations et tous les achats sont très différents les uns des autres. Et les Américains travaillent pas du tout comme les Japonais, par exemple. Donc, avec les Américains, ça va être une guerre d'enchères qui va se faire par mail. Et on va un peu montrer les pecs à San Diego, à New York et tout ça, histoire de dire hey, regardez, c'est avec nous qu'il faut venir faire les Tortues Ninja ou Rick and Morty et tout ça. Avec les Japonais, c'est beaucoup plus basé sur une question de respect mutuel du travail des uns des autres. Beaucoup de discussions avec les éditeurs qui représentent eux-mêmes les tanto, donc les éditeurs créatifs des différents mangas, les auteurs, etc. Mais en fait, j'ai jamais compté, mais je pense qu'on travaille avec une trentaine de partenaires et ils sont tous très différents les uns des autres. Par exemple, certains passent par des agences et d'autres sont en direct. Là, ce midi, après, je vais voir Kodansha. Kodansha, c'est en direct, en fait. Tu parles directement à des gens dont le mail, c'est @kodansha.com.
et qui sont salariés là-bas. Donc avec eux, ça se fait vraiment autour d'un cordon bleu, tu vois, tu te dis tiens, j'adore ce titre, j'aimerais faire ça, quand il sort en France. Et après, en fonction de ce que eux voient en toi, bah, soit ils te l'accordent ou pas, quoi. Alors, je souris parce que je t'imagine, tu es au Japon, tu rencontres certaines personnes pour négocier les droits. Tu es jeune, tu es tatoué. Ma question est, quand on arrive au Japon, dans ce cadre au final très codifié, et qu'on ressemble à Sullivan Rouault, tu dois avoir des anecdotes. J'ai même pas envie de poser de questions, j'ai envie de poser 3 petits points. Enfin, explique-moi tout ça. Non, mais c'est à eux de raconter, mais non, mais moi je crois que je les fais bien marrer en fait. Parce que c'est vrai que je ressemble pas trop aux autres éditeurs français, physiquement déjà. Puis je suis un peu plus YOLO, quoi. Ouais, après il y a des trucs que je peux pas raconter, mais. Je me permets pour ceux qui sont un petit peu loin, ou ceux qui regarderont la vidéo, tatouage sur les bras, tatouage sur les doigts. Non, ça va. Non, mais encore une fois, par rapport au code japonais, ça doit être très détonnant. Non, mais en fait, on se fait une image très puritaine du Japon et tout, mais en vrai, ça va, c'est une société hyper moderne et tout. Donc, en fait, c'est plus l'âge. Tu vois, l'âge est beaucoup plus une surprise pour eux. Souvent, ils me disent ah, mais bah, comme je suis chauve, ça va, je fais plus vieux, mais ils ont souvent ce truc de t'es vraiment directeur de collection ou t'es juste le mec qui remplace le directeur de collection là pour le voyage. Et mais bon, maintenant, ça y est, ils commencent à me connaître un peu. Ça fait un petit moment parce que ça fait 2 ans qu'on a lancé, mais ça fait 3 ans que je les saoule. Donc, au bout de 3 ans, ça va, ils commencent à capter, tu vois. Puis là, je les ai tous vus, ils sont tous là ce week-end, hein. De Shueisha tu vois, à Kusencha, en passant par tous les autres. Donc, non, et puis après, au début, il y avait des a priori. Genre, en fait, c'est un Arvalo, il bosse qu'avec des Américains. Les Américains, des fois, ils laissent un peu trop faire, tu vois, les trucs. En fait, aujourd'hui, ça va. Je pense qu'ils sont contents du travail qu'on fait, que c'est ça qui est le plus important. Et au contraire, en fait, ils montrent beaucoup de respect. Enfin, les Ricains sont plus... ils jugent plus à la couverture, en fait, tu vois. Genre, ah, toi, t'es un branleur parce que t'es tatoué, parce que tout ça. Les Japonais sont pas trop comme ça, en vrai. Ils respectent le travail. Donc, si tu travailles, ça va à peu près. D'accord. Toujours via Mangetsu, par rapport à ton travail dans cette maison d'édition, tu animes également des lives Twitch. Et tu fais des vidéos d'annonces, entre autres. As-tu conscience aujourd'hui d'être le visage de cette maison d'édition? Oh bah oui. on me le dit beaucoup. Bah en fait, c'est qu'on n'a pas d'argent, alors faut bien que quelqu'un aille essayer de vendre les livres, hein. Non, mais c'est vrai, on fait très peu de marketing traditionnel, tu vois. Et c'était un peu le cas sur iComics aussi avant. Donc je crois que ça arrange bien mes patrons que j'aille au charbon. Mais pour te faire une confidence, je commence à fatiguer un petit peu parce que j'habite pas à Paris. Donc en fait, je monte à Paris à chaque fois pour les tournages et tout. J'adore faire ça parce que Tsukimi notamment, on a les invités. Enfin, tu vois, il y a toujours c'est des bons moments à passer. Parce que sinon, moi, mon travail, c'est de faire des tableurs Excel toute la journée dans mon bureau dans le noir, hein. En vrai, c'est pas du tout glamour. Ah, il y a que les voyages et les salons qui sont cool, quoi. Enfin, j'aime bien aussi les côtés tableurs Excel, hein, évidemment, mais ouais, c'est pas un choix. Contrairement à ce que des gens peuvent penser, genre c'est stratégique, ils veulent mettre ce mec-là en avant ou il veut se mettre en avant. En fait, pas du tout. C'est juste que à un moment donné, quand on a lancé la collection, le marché il était déjà bouché. Il y avait déjà beaucoup d'éditeurs. Donc je me suis dit, si en plus on n'essaye pas de l'accompagner avec tous nos moyens possibles. Et en fait, dans les moyens possibles, c'était prendre une caméra, un fond vert et puis parler de nos livres. Puisque c'est ça, pour le coup, c'est mon métier de savoir parler des bouquins que j'essaie de publier, quoi. D'accord, donc c'est une suite après des besoins au final. Vous avez dû faire quelque chose. Bah, on n'est pas aussi organisé que ça, mais ouais. Parce que très honnêtement, ça a très bien marché. Non, c'est bien. Ouais. Peut-être que tu en inspireras d'autres. Écoute, je pense que de toute façon, il faut un rajeunissement dans le monde de l'édition globalement. Moi, je pense qu'il y a des fans passionnés qui feraient du très bon travail aujourd'hui si on les forme un peu au grand code de l'édition, parce que c'est un monde où il faut quand même quelques années pour bien comprendre ce que tu fais et comment tu le fais. Mais oui, moi j'appelle à un rajeunissement et en fait, c'est juste aujourd'hui, les 3/4 des lecteurs de manga, ils ont TikTok, Instagram et tous ces trucs-là. Même moi, j'utilise pas trop, mais en vrai, du coup, c'est logique d'essayer d'aller parler aux gens en direct, mais je le fais aussi. Je vais souvent en librairie, tu vois, essayer de rencontrer les lecteurs, les lectrices et tout. Je trouve que c'est normal. Et puis moi-même, je suis libraire à côté. J'ai toujours... j'étais journaliste avant, donc mon rôle, c'est de faire le passeur, tu vois, entre les maisons et les gens. Donc c'est un peu ce que j'essaie de continuer à faire aujourd'hui, quoi.
Donc je rappelle, est-ce que je dis une bêtise en disant que tu as créé Mangetsu? Non, 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 c'est vrai, ouais, ouais. Au début, j'étais vraiment tout seul avec un sac à dos. C'est pas ça, c'est pas une légende, quoi. Je suis vraiment parti au Japon en mode, tiens, si je faisais une maison d'édition de manga, comment on fait, quoi? Et je suis arrivé là-bas, j'ai dit, et voilà. Et au bout d'un moment, ça a fini par passer. Mais ouais, ouais, non. Au départ, c'est vraiment un projet solo. C'était un rêve, en fait, même. Je pensais pas vraiment y arriver au début, mais Inch'Allah, on a réussi, hein. Donc tu crées une maison d'édition, tu fais partie des gérants. Aujourd'hui, sur la Japan Expo, c'est quoi ta journée type? Waouh. En fait, pourquoi je te demande ça? Parce que je suis certain qu'il y a une différence entre ce que les gens, on va dire imaginent et la vérité. Beaucoup de B2B center. Ah non, il est pas là, il est de l'autre côté. Donc beaucoup de rendez-vous avec les partenaires japonais. Un petit peu de stand pour essayer de rencontrer les lecteurs, parce que j'aime bien ça, et puis voir les copains aussi. Mais bon, c'est limité à une demi-heure, 1 heure par jour, parce qu'en fait, je suis souvent à droite à gauche. Accompagner Sakura Time Sensei, là, cette année, sur pas mal de choses. Faire des trucs de radio, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, aucun jour se ressemble. Il y a aussi régler les problèmes. Tu vois, je sais pas, où est-ce qu'on se gare, je dis quoi au taxi, à quelle heure on part de l'hôtel, comment ça se passe, où est-ce qu'on mange ce soir, les filles quand elles arrivent à Marseille, comment on fait tout à l'heure pour que quelqu'un aille les chercher, enfin tu vois, ce genre de trucs. Mais j'ai la chance d'être super bien entouré, en fait. J'ai une équipe qui est top, notamment Stéphanie qui gère tout l'event et donc le stand et tout, voilà, elle a plus de voix et tout, c'est horrible. Elle est vraiment fan de Japan Expo. Il fallait pas que ça dure un jour de plus. Mais non, moi j'ai le beau rôle en fait. J'ai le droit un peu de me balader, de faire un peu ma vie, de tout ça quoi. J'ai juste pas le temps du tout de voir le salon. Ça c'est la partie un peu frustrante, mais. Maintenant que c'est ma première année en tant qu'invité, je travaille maintenant ici et je comprends ce que tu dis. Ah ouais, non, Japan, les journées passent très vite. Hein. En vrai, t'as l'impression, enfin, il est 18h et tu te dis, ah merde, j'avais la moitié des trucs que je voulais faire aujourd'hui que j'ai pas eu le temps de faire. Par exemple, si quelqu'un sait si Dybex, ils ont un stand, parce qu'il faut que j'aille chercher mon coffret Evangelion à un moment donné, j'ai plus que 40 minutes pour le faire après. J'ai pas très bien entendu. Dybex. Je sais pas du tout. Ouais, non, personne sait. Je sais pas du tout. Mais non, parce qu'en fait, il y a tellement d'infos à avoir ici que voilà. Mais non, j'ai été chercher une figurine pour mon fils hier parce que sinon il va me tuer. C'est le seul truc que j'ai fait un peu en festival. C'est un impératif. Figurine Power Ranger première génération, comme ça il va. Les vraies valeurs. Beaucoup aimeraient avoir. Beaucoup estimeraient avoir un emploi du temps déjà bien rempli avec tout ce que tu as à faire. Mais toi, il y a 1 an, tu t'es dit, avec 2 autres personnes, je vais ouvrir une librairie à Marseille. Parce que j'ai un petit peu de temps libre peut-être. Alors la question, je pense qu'il y en a même 2. Peux-tu nous expliquer pourquoi ce projet et pourquoi si loin? Alors la raison de pourquoi Marseille, c'est parce qu'en fait j'ai rencontré un mec qui est agent de joueur de foot, qui rêvait et moi j'aime beaucoup le foot, donc ça m'intéressait d'avoir ses histoires à raconter un peu sur le milieu du foot et tout. Il rêvait de rentrer dans l'édition, je lui ai dit frérot c'est vachement compliqué. Par contre si t'es à Marseille, je sais, parce que ça fait des années que je le sais, il y a la place pour ouvrir une librairie manga. Donc il me dit super idée machin, et je lui dis vas-y fais-le. Et il me dit non je peux pas le faire tout seul. Et je lui ai dit au pire tu sais quoi, viens, je le fais avec toi. Et au début, je pensais le faire à distance en, tu vois, dessinant les contours du projet, en amenant ma vision un peu du truc. Puis au final, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'implique un peu plus dans le truc. Donc au début, je pensais vraiment juste l'aider, tu vois, pas prendre de part dans la société, tout ça. Et en fait, à ce moment-là, j'habitais en Picardie, à côté de Compiègne, parce que avant, j'étais à Nantes. Toute ma vie, j'étais à Nantes. Et après, le travail et Brajlon, ils m'ont demandé de me rapprocher du boulot. Mais j'ai déménagé le jour du premier confinement, en mars 2020. Donc en fait, je me suis rapproché, mais j'étais encore plus en télétravail qu'avant, alors que j'étais pas très loin de Paris-Nord, quoi. Et du coup, j'en avais plein le dos de Compiègne, ce qui pleut tout le temps et tout. Et mon fils allait rentrer en petite section. Et ma femme, elle m'a dit, vas-y, tu sais quoi, on va où tu veux. Juste, arrête de bouger et va à un endroit et voilà. Et tu vois, on met les chaînes et t'arrêtes de bouger, quoi. Et du coup, j'ai dit, attends, mais il y a un projet de librairie à Marseille. Marseille, il fait méga beau. Genre, il y a le soleil tout le temps, il y a la plage, tu vois, ça fait un peu rêver. L'été, c'est dur, hein, du coup, mais tu connais. Et du coup, voilà, en fait, c'est un peu concours de circonstances qui a fait que... Alors, moi, je suis pas basé à Marseille même, parce que j'aime plus trop vivre dans les villes et tout. Je suis un peu trop anxieux pour ça. Mais je suis tranquille dans mes montagnes à côté. Et voilà. Et pourquoi la librairie? Parce qu'en fait, j'ai commencé dans ce milieu en étant libraire il y a bientôt 15 ans.
Et que c'est mon vrai métier, moi, c'est libraire. Éditeur, je le fais parce qu'on me propose de le faire, mais mon vrai métier, c'est libraire. J'adore ça. Je trouve ça génial d'avoir une librairie. J'y passe très peu de temps, malheureusement, parce que il y a beaucoup de travail. Mais j'aime trop notre librairie, en fait. Bon, on a fait n'importe quoi, hein. Mais je sais pas pourquoi on a fait ça, en fait. Pourquoi on a ouvert 400 mètres carrés en recréant une rue de Tokyo et tout. C'est n'importe quoi, tu sais. Mais en même temps, on a fait venir Junji Ito, Akane Torikai. Là, Sako Atani sera là demain. Les gens ont l'air contents. Voilà. Tu viens de dire, si je dis pas de bêtises, mon vrai métier, c'est libraire. Alors la question est, parmi tous les métiers que tu as aujourd'hui, et je sais que tu en as beaucoup, lequel te fait manger et lesquels sont là juste pour le kiff? Celui qui me fait manger, c'est l'édition. Et j'adore aussi, parce qu'en fait, j'adore mon équipe. On a été racheté par Hachette l'année dernière, ça se passe bien. Tu vois, mon directeur général, Antoine, on s'entend très bien et tout. Et puis en fait, l'avantage de l'édition, c'est que j'ai la chance de pouvoir voyager à peu près quand je veux. Enfin, quand je veux. Attention, hein, je veux pas me faire le Japon 3 fois par an non plus. Hein. Mais en tout cas, ils sont cool avec moi sur cette partie-là. Ça s'organise. Hachette, c'est plus cadré, donc ça s'organise vraiment en amont. Mais voyager, vraiment, ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment la plus belle chose au monde, tu vois. Aller rencontrer d'autres cultures et tout ça. Donc ça, c'est l'édition. Et après, je fais aussi de l'édition pour le kiff, avec Astra Mortem et tout ça à côté. Mais le truc qui fait manger ma famille, c'est l'édition. Ouais. D'accord. Avec autant de travail, comment arrives-tu à concilier l'équilibre entre vie perso et vie professionnelle? Ça, c'est la question la plus dure de toute ma vie, je pense. Je donne des nouvelles à ma femme quand je peux. Je lui dis que je suis encore vivant, que ça va, que... Non, maintenant, avec mon petit bout, c'est plus difficile parce que c'est très dur, tu vois. Je vais être ému après si j'en parle, mais disons que là, pour la première fois, je vais prendre des vacances le mois prochain et où je vais jeter mon téléphone et où je vais dire, s'il vous plaît, juste oubliez-moi 3 semaines. Parce qu'en fait, j'ai jamais pu prendre de vacances depuis que je suis éditeur, de vraies vacances, quoi, à base de tu réponds pas à tes mails et tout. Et donc là, j'ai dit, il faut que je le fasse parce que j'arrive à un moment. Parce qu'en fait, Mangetsu, on est à la fin du premier cycle. Là. Donc c'est bon, on est en orbite, c'est cool, ça marche, c'est bien. Mais maintenant, il faut préparer. Encore une fois, ce satellité, c'est pas hyper dur. Tu vois, c'est un peu de branding, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'huile de coude. Le plus dur, c'est de rester là-haut et de faire les choses bien et de ne pas perdre en qualité, de rester sérieux dans l'effort et tout. Et ça, c'est beaucoup de préparation mentale, presque physique parfois. Tu vois, c'est bien manger, bien dormir. Enfin, je dis ça, je me suis couché à 3 heures. Mais c'est Japan aussi. Donc, mais c'était sûrement pour le travail. Oui, j'étais avec Tony Valente, qui d'ailleurs dédicace comme un ouf toute la journée. Donc lui, il a une journée plus dure que moi, hein, vraiment. Mais non, ouais, ça, c'est vraiment la question la plus difficile. Enfin, disons que la librairie, c'était un peu too much. Que là, petit exclu, on va en ouvrir une deuxième. Des fois, elle me regarde avec des yeux assez inquisiteurs, tu vois. En mode, mais en fait, arrête. Parce que là, je rigole et tout, mais bon, j'ai fait un gros burn-out il y a quelques années avant de devenir éditeur. Je sens qu'il faut que je fasse attention un peu. J'ai appris à me gérer en termes d'énergie. Tu vois, faut faire attention. Des fois, tu as des petites baisses de tension à base de crise de panique au milieu d'une Japan Expo. C'est pas méga cool, quoi. Mais en fait, c'est le lot de quasiment tous les gens qui travaillent dans les industries culturelles. C'est des industries qui sont quand même difficiles en termes d'efforts et tout ça. Et puis en fait, le problème, c'est que je kiffe. Donc, c'est difficile de s'arrêter parce qu'en fait, c'est un peu tout ce que je sais faire, quoi. Tu vois, si je devais m'arrêter, j'ai déjà essayé. En fait, je panique direct. Je sais plus quoi faire de ma vie. Tu sais, j'allume FF16. Au bout de 5 minutes, ça me fait chier parce que je préfère aller taper un tableur Excel, en fait. C'est con, hein, mais je suis un peu déformé professionnellement par le fait d'aimer mon taf. Et puis surtout, c'est tous les auteurs avec qui on travaille. C'est l'honneur de ouf, tu vois, je sais pas, Kazuhiro Fujita, moi, je réalise un rêve, par exemple, de publier cet auteur. Et donc, d'essayer de le faire venir, de machin, les Tortues Ninja, enfin, tout ça, quoi. Donc, j'essaye toujours de trouver la petite idée ou le truc, ou, tu vois. Et c'est un travail beaucoup de tâches de fond, en fait. C'est toujours d'être en train de boucler sur des idées. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que ça, si, machin. Mais en fait, ça se passe toujours de manière plutôt OK. Donc, avec l'âge, je stresse de moins en moins sur comment les choses vont se dérouler, quoi. Tu as dit juste avant que quand tu te mettais sur un jeu vidéo, tu peux dire « Ah, mais je pourrais faire autre chose ». Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu prends du temps pour te reposer ou pour le plaisir, le divertissement,
tu te dis, mais je pourrais utiliser ce temps pour travailler. Ouais, mais ça, c'est le vrai problème. C'est qu'en fait, 100% de mon temps où je ne travaille pas, c'est-à-dire environ une demi-heure à 1 heure par jour, je me dis, pourquoi tu devrais être en train de bosser, quoi. Et il y a vraiment une période où, parce que le décalage horaire entre les US et le Japon est merdique, et nous, on est au milieu. Donc, en fait, genre, le matin, très tôt, j'ai le Japon, le soir, très tard, j'ai les Américains. Et des fois, je fais de la lumière dans ma chambre avec mon téléphone, je réponds à des mails, tu vois, à 5 heures du mat, parce que je me réveille et tout ça. Ça, c'est pareil, c'est le genre de truc où il faut... Mais tout le monde me le dit, hein, même mes patrons me le disent, je dois me forcer à arrêter de faire ça. Parce que c'est pas sain, tu vois, c'est évidemment pas sain, quoi. La personne que j'ai reçue le premier jour de la Japan Expo sur scène, c'est Louis, un mangaka français qui a fait Red Flower, et qui a évoqué un petit peu ça, et il disait qu'il a énormément travaillé pour arriver là où il en est, mais qu'il est conscient maintenant qu'il doit faire passer certaines choses en priorité pour pouvoir durer sur le long terme. J'ai trouvé ça très bien Ouais, de le dire. il a tout à fait raison. Après, le problème, c'est le syndrome de l'imposteur et tout, tu vois, on l'a tous. Quand tu as la chance de travailler dans ce milieu, c'est vraiment une chance, c'est un privilège, tu as forcément un syndrome de l'imposteur qui kick tout le temps. Et du coup, le meilleur moyen de pas le ressentir, c'est de travailler pour cope, comme ils disent les ricains, tu vois, ce syndrome, quoi. Donc, du coup, tu taffes. Des fois, tu brasses un peu du vent, des fois, tu fais des trucs très concrets, mais au moins, ça te permet de pas ressentir que, tu vois, c'est un peu dur, quoi. Je sais que la prochaine question est un petit peu délicate, mais je trouve que c'est le moment de te la poser, parce que là, justement, tu viens de nous dire, en gros, tu es tout le temps en train de courir. Est-ce que tu peux te poser une seconde et essayer d'arriver à t'imaginer dans 5 ans tu t'imagines avec plus, moins de responsabilités, toujours dans la même branche ou pas? J'en ai aucune idée. Je mets dans 6 mois, j'en ai aucune idée, en fait. Enfin, si, je sais ce que je vais publier en 2024, mais ça s'arrête à peu près là. Je sais pas. Vraiment, je ne peux pas répondre à ça. Peut-être je serai encore chez Hachette, peut-être je serai ailleurs, peut-être je serai plus dans l'édition. Je m'interdis rien. On verra bien, quoi. Parce que je sais, si tu veux, tu peux en parler. Après, je sais que tu fais beaucoup d'autres choses à côté. Tu n'as pas d'autre envie, que ce soit dans le fait de scénariser, par exemple, DVD ou autre chose? Si, mais on fait des trucs là, tu vois, on prépare des petites choses. Mais c'est pas une obsession, ma vie d'auteur, c'est pas du tout une obsession. C'est un kiff en fait, plus qu'autre chose. Donc ce qui viendra, viendra et c'est très bien comme ça. Non, j'ai envie de découvrir plein d'autres métiers et plein d'autres industries, enfin plein d'autres milieux, tu vois. Alors, le foot, c'est tellement gangréné que je me dis si j'y vais, je vais péter les plombs. Mais pourquoi pas, tu vois, un jour aller faire un truc dans le foot. J'en sais rien en fait. Enfin, la musique aussi, c'est une autre passion. Là où le vent me portera, comme disait je sais plus qui. La question est simple, mais quelle est ta plus grande réussite professionnelle? Angoulême Junji Ito cette année-là. Je crois qu'on peut. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, brièvement nous reparler de ça? Mais oui, c'était la 50e édition du Festival d'Angoulême et on a fait venir Junji Ito, donc auteur mangaka d'horreur assez connu. Et on a passé une semaine de dingue, c'était n'importe quoi, à base de garde du corps, de gens qui tombent dans les pommes, de gens qui pleurent en le voyant. C'était vraiment de la folie, c'était que des bons moments. Et puis de la fierté, parce que c'est vraiment une légende. Et ça s'est bien passé. Et c'était, selon Angoulême, le plus gros succès qu'ils ont jamais vu. Donc ça, c'est ouf. Et les gens faisaient la queue à 20h la veille pour avoir les tickets de dédicace à 9h le lendemain matin. C'est complètement zinzin, quoi. On est sur des proportions type San Diego Comic Con, Robert Downey Jr., tu vois. Et alors que c'est Junji Ito et que c'est Mangetsu et que... Donc ça, ouais, ça, c'est le truc que j'emporte avec moi dans la tombe. C'est le souvenir. Alors il y en a des milliards de souvenirs hein, dans la vie d'éditeur et tout, mais celui-là. Et puis aujourd'hui, on s'écrit sur Line parce qu'ils parlent pas très bien anglais. Moi, je parle pas japonais. Donc on s'envoie des stickers sur Line, de petits chiens qui s'envoient des cœurs et tout comme ça. Et des fois, je me réveille le matin, je vois un petit message de Junji Ito. Tu sais, je me dis, mais c'est quoi ma vie là en fait Et c'est mon SRAB, tu vois. Donc, le maître de l'horreur, envoie des petits stickers de cœur. Ok. C'était la personne la plus mignonne du monde, il est incroyable, il est tellement gentil. C'est confondant, je suis 100 000 fois plus horrifique et cynique que lui dans la vie, tu vois. Lui, c'est un vrai gentil, quoi. Et en plus, quelqu'un d'une modestie incroyable. Et non, vraiment,
Et bravo à Mangetsu surtout parce que l'auteur n'était plus édité avant. Vous avez vraiment fait du très très bon travail pour, en tout cas, remettre ces bouquins en avant en France. Merci. Comme je le disais au début, en général, mes invités sont des créateurs de contenu, donc c'est plus simple d'en savoir plus sur eux de manière personnelle. Donc pour mieux connaître Sullivan et un petit peu moins le professionnel, je vais te poser quelques questions de passionné à passionné. Tu préfères les mangas ou les comics? Les mangas. J'adore les comics, il n'y a pas de débat. Bien sûr, non, bien sûr. C'est qu'est-ce que tu préfères? Le manga culte de ta jeunesse. Dragon Ball. C'est une réponse facile, mais. Il y a Yu Yu Hakusho. Tu peux un peu développer si tu veux, dans quel cas tu les as connus. La Dragon Ball Club Dorothée, et puis après l'édition. Bah non, même pas la pastel, celle qui était en kiosque, et les demi-tomes là. En fait, dans ma vie, j'ai eu Tintin, Batman, les Tortues Ninja et Dragon Ball en même temps. Du coup, pour moi, c'était sacré en fait. C'est comme Star Wars, je pensais que les règles de Star Wars, c'était les règles de la vraie vie. Tu sais, je confondais un peu la réalité et la fiction. C'est les règles de la vraie vie. Mais oui, oui, bien sûr. Et Dragon Ball, pareil, m'a vachement aidé dans ma construction en tant que jeune garçon et tout ça. Et c'est le meilleur manga de tous les temps, donc voilà, il y a pas, enfin, il y a Berserk, il y a Vagabond et tout ça, mais Dragon Ball, c'est intestable. Non, Gun aussi, c'est mortel. L'OAV, manga vidéo, la cassette, Street Fighter 2, Gun, OAV, ça aussi, c'est dans ma construction, ça a été hyper important. Ça a tourné. Ton manga préféré? Berserk. Ah, en dehors de Dragon Ball, Berserk. Bien sûr, c'est pour ça que je fais bien la différence entre la jeunesse et entre guillemets l'adulte qu'on est, parce qu'il y a souvent une différence. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Je sais pas, non. Parce que c'est quasi parfait en fait, jusqu'au décès de Miura Sensei, c'est quasi parfait. C'est un jusqu'au boutisme complètement fou. C'est épique, c'est touchant, c'est poétique, c'est. Ouais, tout simplement, je saurais pas trop mettre de mots dessus, mais pour moi, c'est l'ultime manga quoi. Tu as eu la chance de le découvrir au fur et à mesure ou tu as découvert un peu tard? Non, un petit peu ado au début, puis mais, jeune ado, vraiment à 12-13 ans. Puis après, j'ai un peu lâché, puis je suis revenu à 17 balais, quelque chose comme ça. Quand on était au tome 25 ou un truc comme ça, tu vois, en France. Donc bien après l'éclipse et tout déjà. Et après, je l'ai relu. C'est le seul manga que je relis très régulièrement. Enfin, très régulièrement. Une fois par an, je me fais une relecture complète de Berserk, quoi. Et j'en ai besoin, en fait. Et à chaque fois, je redécouvre des choses et tout ça. Et tu vois, Alt a écrit le bouquin sur Berserk, donc on a beaucoup théorie craftées ensemble, et tu vois, on a cherché beaucoup de choses. Notamment, bah non, je vais balancer un méga spoiler si les gens sont en retard, mais tu vois, il y a des trucs où on a trippé et on était content d'avoir raison. Lui, il a vu des références que j'avais jamais vues sur Goya, sur tout ça. Et ouais, en fait, c'est une œuvre. Je pense que Berserk, on pourra l'étudier en université dans 50 ans sans problème. Sans problème, vraiment. Il y a une érudition picturale chez Miura qui est complètement tarée, en fait. Mais après, tu vois, c'est marrant parce que mes mangas préférés, ça va être Dragon Ball et Berserk. Mon auteur préféré, c'est Inoue. Et en fait, c'est parce que le manga est tellement riche de récits de qualité. Et Ito aussi, tu vois, c'est vraiment un de mes auteurs préférés bien avant de le publier. Que j'aime pas trop hiérarchiser, quoi. Mais en plus, je trouve des choses très différentes dans chacun d'eux et tout ça. Donc c'est la pluralité, en fait, qui me fait kiffer là-dedans, quoi. Non, je suis assez d'accord sur le fait que cette question, elle est un peu particulière. C'est une question qu'on peut poser régulièrement. Mais en vérité, c'est pour avoir une réponse sur laquelle on peut un petit peu aller. Mais en vrai, tous, quand on dit ton manga préféré, on a envie d'en citer 3, 4 ou 5. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, puis après, ça parle d'auteur et tout, tu vois. Je préfère réfléchir en auteur qu'en manga, qu'en série, d'ailleurs, tu vois. C'est plus... J'aime bien les corpus, j'aime bien étudier les corpus d'auteurs, voir un peu ce qu'ils font dans leur carrière. Par exemple, Makoto Yukimura, pour moi, est un génie absolu. Mais elle était avant Vinland Saga, mais le fait d'avoir rajouté Vinland Saga par-dessus Planète, c'est, tu vois, c'est hands down, sensei de fou, quoi. Et il y en a plein d'autres comme ça. Kazuhiro Fujita aussi, vraiment, pour moi, c'est un génie absolu. Togashi, voilà, je vais citer des noms évidents, tu vois. Aujourd'hui, Yukinobu Tatsu aussi me fascine complètement, donc l'auteur de Dandadan. Fujimoto, je trouve ça dingue, parce que il n'a pas 30 ans, il est en train de révolutionner littéralement le média, quoi. En termes de découpage et tout, il fait des choses qu'on n'avait jamais vues. Un peu comme un Mobius. En fait, le truc, c'est qu'en BD, ça se passe au Japon aujourd'hui. Donc, il faut bien regarder ce qui se passe. Yu Ito, qui est là aussi sur le stand de Panini, est une autrice incroyable, vraiment, qui est pour moi destinée à faire des choses énormes dans le manga. Et graphiquement, c'est complètement fou ce qu'elle fait. Et voilà, bon, après la liste, il y a vraiment 200 noms. Donc, Kazumi Yamashita, enfin, tu vois, beaucoup d'autrices aussi qui me bousculent beaucoup. Et
Et puis, bah, c'est un voyage où, en fait, on est tous sur un chemin. Personne n'a lu tous les mangas. Donc, on est tous en train d'en découvrir tout le temps et tout ça. Moi, tu vois, Moto Hagio, je connaissais pas bien. Donc là, j'ai découvert grâce au plan d'écho et tout. Et c'est mortel parce que c'est vraiment... on parle du manga comme si le manga, c'était le Shonen Jump et tout. Mais en fait, le manga, c'est un médium. Donc, il y a tout dedans, comme dans le cinéma, quoi. C'est pas moins diversifié que le cinéma. Et le dîner de con, ça ressemble pas à Mad Max Fury Road, si tu veux. Donc, bah, le manga, c'est pareil. Il y a tout dedans, quoi. J'ai accepté, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, le fait que je ne pourrais pas lire, découvrir, connaître tous les mangas qui auraient pu me faire kiffer à mort. C'est pas possible. Ça n'arrivera jamais. Est-ce que toi, tu en es conscient? Ouais, c'est un truc que j'ai dû intégrer très tôt parce que j'ai une boulimie culturelle. Donc je ne sais pas m'arrêter, mais c'est la musique, moi, qui me fait cet effet-là, surtout. En fait, je sais qu'en musique, il y a plein de trucs que je connais pas et que je connaîtrai peut-être jamais, qui sont peut-être potentiellement les trucs que je préférerais dans ma vie. Tu vois? Et ça, une fois que tu l'as accepté, ça va un peu mieux déjà. Tant que tu encaisses pas l'idée que tu pourras pas tout voir, tout lire, tout entendre et tout, tu peux vraiment souffrir de ce truc-là. J'en ai souffert, moi, de ce côté... Je sais que ça se trouve, il y a mon manga préféré, c'est pareil, je l'ai pas lu encore, tu vois. C'est pas qu'il est pas dessiné ou pas écrit, c'est peut-être juste qu'il est même pas publié ou personne, il est passé sous le radar. Parce que un manga qui sort ou un film qui sort, c'est un miracle. Et après, quand c'est un succès, c'est un deuxième miracle par-dessus. Mais du coup, il y a plein de mangas qui sont jamais sortis, qui, ça se trouve, sont des chefs-d'œuvre absolus. Et en fait, quand je discute avec des auteurs, souvent c'est le cas. Les meilleurs trucs sont les trucs pas sortis. Mais c'est normal, parce que quand tu sors des projets, en fait, tu fais que faire des compromis. Donc, tu as le sentiment que un projet dans ta tête, il est toujours parfait. Quand tu le sors, tu vois que les défauts. Et enfin, en tant qu'auteur, quoi. Et ça, c'est un truc qui me fascine un peu aussi. Mais il faut le prendre, je pense, avec beaucoup de recul, justement à la japonaise, de manière très zen. C'est pas grave, tu vois. Tant que tu as ton ikigai, comme ils disent, le reste, c'est la culture, c'est génial, ça aide à avancer. Mais la vie, c'est pas d'accumuler que des références, tu vois. Et tu vois, souvent, j'en discutais hier avec des gens du Twitter manga et tout. On parle des mangas souvent en mode, eux là, c'est littéralement eux. On parle souvent des mangas en mode, ouais, c'était lourd, mais le tome 2, il est un peu moins bien. Ouais, j'ai bien aimé, c'est une série courte. Ah, banger masterclass, tu vois, pour schématiser le truc rapidement. Pourquoi on parle jamais des émotions qu'on ressent quand on lit des mangas? C'est le plus important, en fait. Tu vois, de dire, putain, il y a un moment où, là, j'ai vraiment ressenti ça, et l'auteur, il m'a amené là, et tout. Parce qu'en fait, la lecture, en règle générale, c'est des vagues, tu vois, d'émotions. Et en fait, on a beaucoup de mal à verbaliser. Nous, les fans, les lecteurs et tout, on a beaucoup de mal à verbaliser ces émotions-là. Et je pense qu'en fait, le sujet, il est là. Il faudrait qu'on sache se partager mieux ces émotions qu'on ressent à la lecture. Et en fait, on le fait, mais de manière non verbale, tous, parce qu'on sait. T'as lu le tome 13 de Berserk, tu sais, tu vois. T'as lu Vagabond, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? T'as lu Vinland, tu sais. Bon, je cite la Trinité des Seinen, c'est facile, mais... Et c'est vrai pour tous les mangas qu'on lit. Même ceux qu'on n'aime pas, ils peuvent nous procurer des émotions qui sont incroyables. Et ça, je pense qu'il faut savoir d'abord l'intérioriser, puis l'extérioriser avec les autres gens et tout, parce que c'est ça qui est précieux en fait à l'intérieur. Tu dis que le manga apporte des émotions. Je vais être un petit peu extrême. Je ne cache pas que ça m'est arrivé très récemment. C'est pour ça que je voudrais savoir si je suis seul, si je suis bizarre ou pas. Ça t'est déjà arrivé de pleurer en lisant un manga? On parle d'émotion, hein. Je crois pas. Non, je crois pas. Non, j'ai pleuré comme une madeleine devant Your Name. Genre vraiment, j'ai un souvenir de chialer toutes les larmes de mon corps à la fin de Your Name. Alors qu'en plus, tu sais, Makoto Shinkai, il y a un peu ce truc de « Ah, c'est facile, blablabla, machin ». Mais alors moi, ça marche à fond, Makoto Shinkai, sur moi. Et j'ai chialé, mais chialé. Et en manga, j'ai moins ça, parce qu'en fait, comme je maîtrise le rythme de lecture, que je suis actif dans le truc, j'arrive à contenir. Ça m'arrive d'être très ému sur des choses et tout. Mais par exemple, moi, la mort d'un personnage, c'est horrible à dire, mais ça m'émeut rarement, en fait. C'est pas ça qui va m'émouvoir. C'est plus des retrouvailles entre deux persos, ça va me tuer, par contre. Mais la mort, c'est tellement un truc, on va tous y passer, tout ça, c'est tellement ultime, c'est tellement, tu vois, acquis, quoi, qu'en fait, ouais, les personnages meurent, mais c'est des ressorts scénaristiques. C'est plus deux personnages qui se... Tu sais, c'est pour ça que j'aime beaucoup les romances, par exemple, certaines romances. Les personnages qui n'arrivent pas à se dire les choses et tout, ça m'émeut à fond, quoi. Tu vois, quand il y a un vrai blocage qui est né de choses qui ont été très bien mises en scène, ça peut vraiment m'émouvoir, ça peut me... Tu vois, mais pleurer, non, en vrai, je ne crois pas avoir jamais pleuré devant une lecture. Pas encore. Ou pas encore, ouais. T'inquiète pas, je te parlerai d'un truc,
ton dernier coup de cœur en manga, en sachant que, je sais qu'en tant qu'éditeur, évidemment, tu dois en lire beaucoup, donc si tu veux, ça peut être et un bouquin de ta maison d'édition, ou que tu vas peut-être éditer, et un autre, de manière plus personnelle. Je ne sais pas trop, bonne question. Là, cette année, Hirayasumi, pardon, au Lézard Noir de Keigo Shinzo, je trouve ça extraordinaire. Toujours au Lézard Noir, Oshi, dans le Jardin des Filles, incroyable. Sorte de shoujo chelou sur un prof dans un collège pour filles, avec de l'humour très noir et tout. L'autrice est méga fan de Junji Ito, d'ailleurs, c'est très rigolo. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Il y a des trucs qui m'ont vachement plu cette année, mais je sais plus trop. Bah là, le dernier tome de Chainsaw Man m'a mis une tarte incroyable, le 13 là. Sinon, non, je sais plus trop. Mais vraiment ça, pour le coup, le Keigo Shinzo, qui est un auteur que j'adore vraiment, ça m'a bien bousculé, ouais. Moi, je me permets, je l'ai déjà dit sur la chaîne, The Tunnel to Summer, très bonne après, découverte. les titres qu'on publie, on a une relation différente, nous, donc je peux pas trop les citer, mais oui, moi j'aime beaucoup cette série. C'est normal. J'espère vraiment avoir une réponse pour la prochaine. Le manga que tu aimes, mais franchement, tu ne le dis à personne car c'est un peu la honte quand même. Non, moi je le dis, moi je suis transparent, je dis tout. Je suis fan de Lovina. J'adore Lovina. Je suis un peu emmerdé par ce que vous savez sur les positions de l'auteur et tout, mais Lovina, c'est un truc, genre je me le refais et tout, tu sais. C'est pas la honte. Non, c'est pas la honte du tout, hein. Mais tu sais, j'ai presque envie d'aller postuler à Todai pour faire, enfin tu vois, genre il y a un truc chelou quoi. Et sinon, non, j'ai pas du tout honte de toute façon de tout ça en plaisir coupable. Ça va plus être des trucs de gros geeks après quoi. Tu vois, genre Ultraman, moi ça me fait triper, Kamen Rider ça me fait triper. Mais c'est vraiment le gros nerd en moi qui parle là-dedans. Mais en fait c'est bien, enfin je veux dire, c'est des bons récits quoi, donc il n'y a pas de honte. Et non, après il y en a beaucoup, mais Lovina c'est un peu le gros plaisir coupable quoi. J'ai eu l'occasion d'aller à ta librairie sur Marseille et de voir que tu y partageais des objets de ta collection. Je pars du principe qu'une collection c'est très personnel et que ça en dit beaucoup sur la personne. Est-ce que tu pourrais me citer, encore une fois pour mieux te découvrir, un, deux ou peut-être trois objets qui pour toi sont les, j'allais dire les pépites, mais en tout cas qui te touchent le plus dans ta collection? Bah, en fait, tu sais ce qu'on dit des cordonniers? Genre moi, mon bureau, il y a 30 000 livres posés au sol, j'ai pas de bibliothèque. Et il y a des boîtes de Tsume par-dessus et des figues à droite à gauche et tout, c'est vraiment un peu chaotique. Bon, j'ai pour projet de faire une bibliothèque quand même un jour, hein. Mais ça fait pas longtemps que j'ai ma maison. Mais j'ai un original de Junji Ito chez moi, la couverture de Soichi. Donc ça, quand même, je le chéris pas mal. Je me permets de faire une pause. Rappelons que cette illustration est exclusive à la France. Ouais, il l'a fait pour la France, ouais. Je sais pas trop, après ça va être des conneries. J'ai un mini Chaoz de Gachapon auquel je tiens énormément, mais je l'ai offert du coup à un copain qui s'appelle Dick Erwan, qui est un auteur italien. J'ai quand même la grosse Tsume Berserk, là, tu sais, celle avec Zod et Griffiths et Guts. Mais genre, je peux même pas la sortir de son carton parce qu'elle est trop immense. Mais celle-là, genre, c'est un vrai kiff, je l'ai attendu 5 ans et tout, enfin voilà. Je sais pas trop. J'ai un foulard qui m'a été offert par le créateur de Silent Hill. C'est pareil, j'ai une relation du coup intime à ce truc parce que Silent Hill pour moi c'est une des plus grandes œuvres ever quoi. Et ouais, si je dois m'arrêter à 3, je pense que c'est ça. Mais après aussi, rien que du manga, je suis content. Genre j'ai The World Is Mine de Hideki Arai en très bon état. Par exemple, moi en tant que gros nerd de l'édition, je suis très content d'avoir ce truc-là parce que c'est introuvable aujourd'hui. Ou je collectionne pas trop les dédicaces et tout ça. En fait, encore une fois, le cordonnier. Pas mal d'originaux à la rigueur de planches. J'ai une planche de Bernie Wrightson, par exemple, tu vois, que je chéris beaucoup aussi. Ou de certains auteurs comme ça. Mais je suis pas très matérialiste en plus, en vrai de vrai. Genre, c'est pareil, je sais que j'emporterai pas ça avec moi. Donc, c'est plus pour mon fils à la rigueur ou pour transmettre à la librairie ou, tu vois. Je sais pas, peut-être un musée de la pop culture, un jour, ça finira bien par exister. Je pense que si ça existe et que je les aime bien, je leur filerai tout à la fin. En mode, tenez, il y a peut-être des trucs que vous trouverez cool là-dedans, quoi. Et voilà. Oui,
tu collectionnes pas les dédicaces, mais il me semble qu'à Tsundoku, derrière la caisse, il y a un joli panneau bleu. Ouais, ça c'est un beau kiff. Mais ça c'est pour les clients de la librairie en fait. C'est pas pour nous quoi. Nous on va le faire Avec gagner. tous les auteurs qui sont passés, dédicaces. Ouais, mais ça tu vois typiquement, c'est génial. On a un original de Junji Ito dessus, Tony Valente, Matteo Santoluco. Enfin, il y a plein de gens qui ont dessiné, mais en fait on va découper le panneau et on va le vendre aux enchères pour une association du coup pour les enfants malades à Marseille. Et parce que je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à bien ralasse pour avoir un original de Junji Ito quoi. Et comme ça va aider une association qui s'appelle Allegra Play With Me de Sandra. Et c'est cool. Et l'année prochaine, on remettra un autre panneau et les autres dédicaces viendront dessiner dessus. On refera sûrement pareil, peut-être pour une autre assoce, pour Emmaüs ou j'en sais rien, tu vois. Donc, mais c'est pareil, mes associés sont pas très matérialistes là-dessus. En fait, nous, c'est les repros de planches qui nous font triper, qu'on a dans le couloir là, parce que tu as l'impression d'avoir une planche originale et ça, c'est un vrai trésor pour le regard en fait, tu vois, de voir comment les auteurs travaillent. Oda, par exemple, efface très très peu ses crayonnés quand il encre. Et donc je trouve ça génial, moi, d'avoir le trait un peu tremblant du crayonné derrière et tout. Mais ça, tu vois, c'est une repro à 20 balles, en fait. Comme ils ont ici pour Tsukasa Ojo cette année. Et ça, je valorise parce que je trouve que c'est des trucs intéressants pour la culture. Mais si, à la librairie, on a des trucs de ouf, mais les gens vont venir les voler après. On a 2 estampes de Hokusai et de Hiroshige, et c'est des vraies estampes de Hokusai et Hiroshige. Et ça, c'est un flex de ouf quand même. Et en fait, je vous le dis, pro tip, si vous voulez flexer sur avoir une estampe chez vous, ça coûte pas si cher. Tu peux avoir un Hiroshige original chez toi, quoi. Parce qu'en fait, à l'époque, ils en ont, comme les estampes, c'est de la gravure. Les mecs, ils en faisaient 200 ou 500, et ça partait aux Pays-Bas ou au Portugal. Et en fait, il y a des collectionneurs qui en ont. Et il y a un mec à Toulouse qui en vend pas trop cher, quoi. Enfin, pas trop cher. Pour 800 balles, tu as un original du 19e siècle dans ta maison, quoi, dans ton salon. On en parle juste après. Sullivan, merci beaucoup. Je suis très content parce qu'on en a appris beaucoup plus déjà sur toi en tant qu'éditeur, sur toi en tant que personne, que passionné. Il y a toujours à la fin de nos interviews la question de l'invité précédent. Donc déjà, je te recontacterai après quand je saurai qui sera l'invité futur. Je vais faire une petite pause parce que c'est quand même la 4e interview que fait d'affilée pour te demander ta question. Mais donc là, j'ai une question de Jean-François Dufour qui est, pour résumer, cofondateur de la Japan Expo, mais également ton homologue chez Isan Manga. Je lis textuellement. Tu nous as fait le plaisir de remettre sur le devant de la scène les œuvres de Junji Ito. Puis, après, celle de Tetsuo Hara. Qui est le prochain? Bah, je peux pas le dire, mais. C'est toi qui décides. Bah, on en a annoncé la Ace of Diamond quand même, c'est un peu la même. Enfin, c'est inédit en français, donc c'est pas pareil, mais. Non, le prochain, j'espère vraiment pouvoir le signer, mais il n'est pas signé encore. C'est une prochaine. Une prochaine. Je comprends que c'est très délicat de répondre à cette question. Ouais, je peux vraiment pas dire plus parce que tant que c'est pas signé, Je touche du bois pour que tu puisses nous annoncer bientôt. moi aussi. Sullivan, merci beaucoup. Moi, je vous remercie beaucoup. C'était ma 4e interview comme à la maison à la Japan Expo. C'était un plaisir. D'habitude, c'est sur YouTube. Là, c'était avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup. J'espère que vous allez passer une bonne Japan Expo. Et comme à mon habitude, alors d'habitude j'éteins la caméra, là ça va pas être possible, n'en voulez pas. Mais je vais poser mon micro et je vais laisser le mot de la fin à mon invité, évidemment, après t'avoir remercié de ta gentillesse, de ta disponibilité et de tout ton travail. Merci Sullivan. Bah, lisez des mangas. C'est la meilleure chose à faire. Hein. Et non, merci d'être venu encore une fois tôt ce matin et tout, c'est hyper gentil, j'apprécie beaucoup. Donc j'espère qu'on se reverra. Et... Enfin, nous, oui, mais qu'on se reverra avec tous les gens qui sont venus et tout ça. Et n'hésitez pas à passer sur le stand, il y a l'équipe. Passez remercier l'équipe aussi, qui a vraiment fait un travail formidable. J'ai vraiment la chance d'avoir une équipe de filles incroyable. Si vous passez chez Mangetsu sur le stand, demandez Stéphanie. Elle a plus de voix vraiment, donc elle ne pourra pas vous répondre. Mais elle vous fera en langue des signes, elle vous dira merci beaucoup. Et voilà, c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui travaillent très très dur pour que tout ça existe. Et pareil, le staff aussi de Japan et tout, c'est mortel. Bah, on a la chance d'avoir des... Il y a la chance d'avoir des centaines de bénévoles et tout. Moi, j'ai fait ça au Hellfest à l'époque, je sais à quel point ça peut être dur. Et pareil, on a été très bien accueillis par les gens en B2B, par les gens du restaurant, par tout ça. Et vraiment, on reviendra l'année prochaine, c'est sûr. Et j'espère avec un gros auteur. Et puis, si je peux dire un dernier truc, venez à Marseille en novembre, il risque d'y avoir un bel auteur Mangetsu invité, qui sera que à Marseille.
et en mode bande organisée, quoi. Et, et ça va être charmé. Et merci tout le monde. Alors attends, ça c'est bon.